Alors en fait, pourquoi je veux parler de la paracha de Shelach Lecha? Donc celle de la semaine dernière. J'ai hésité parce que... Mais bon. Parce qu'en fait, je voulais reparler un peu du problème de la Shonara. Alors on en a déjà parlé la dernière fois, mais on n'en a jamais parlé assez. De ce fléau qui nous concerne à tous et qui nous... Très difficile. Très difficile, pour ne pas dire impossible. Dans le cours de la dernière fois, on a soulevé un problème, on a demandé pourquoi le Lachon Hara c'était tellement grave. Est-ce que finalement, bon, ok, le Lachon Hara, c'est pas bien, on a ramené les Gmarot qui nous disent que celui qui dit Lachon Hara, c'est comme s'il faisait ceci et cela. Mais quelle est la gravité? Ok, ça veut dire, ok, j'ai dit quelque chose de mal sur quelqu'un, bien souvent, c'est sans conséquence. Pour quelle raison les Chachamim, la Torah, j'ai envie de dire, se permet d'affirmer que c'est aussi grave que les 3 fameux péchés capitaux, etc. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans le Lachon Hara? La dernière fois, on a expliqué le problème de la parole. On a développé l'idée selon laquelle, lorsque Dieu nous a créés, vous vous souvenez peut-être, il a partagé la parole avec l'homme, il nous a donné la parole, celle avec laquelle il a créé le monde, il a soufflé littéralement dans les narines de l'homme, et il lui a donné la parole. Et utiliser la parole pour quelque chose de négatif, c'est finalement prendre ce cadeau qui fait de l'homme ce qu'il est, parce qu'on n'est rien sans l'expression, et le gâcher en l'utilisant pour quelque chose de négatif. Cette semaine, je voudrais parler un petit peu d'autre chose. Dans la paracha de Shelach Lecha, on nous raconte l'histoire des explorateurs. Ok? Donc ces explorateurs, c'est encore un nouveau concept. Ils vont dire du Lachon Hara, mais pas sur des hommes, sur la terre d'Israël. Alors en quoi est-ce que c'est vraiment du Lachon Hara de dire du mal de la terre d'Israël? Et à la fin de la paracha, on va nous parler de la mitzvah des tzitzit. A priori, entre l'un et l'autre, il n'y a pas de rapport. Au milieu, il y a plusieurs sujets qui sont évoqués, mais il y a un mot qu'on retrouve et dans l'histoire des Meraglim, des explorateurs, et dans la mitzvah de tzitzit. Bravo. Bravo. C'est quoi ce mot? Au début de la paracha, il y a marqué Shelach lecha anashim, envoie des hommes, veyatouru et eretz Kenan. Alors comment vous traduisez à ce moment-là veyatouru? Ok. Qu'ils explorent, qu'ils visitent. Ok. Dans la paracha de Tzitzit, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu mettras des fils aux 4 coins de tes vêtements, etc., etc. Et la Torah, elle dit à la fin, Velo taturu achare levafrem ve'achare enechem asheratem zonim achareem. Et vous, littéralement, vous ne vous détournerez pas en suivant vos cœurs et vos yeux à cause desquels vous vous fourvoyez. Ok? Donc, dans le contexte de la Torah, de Tzitzit, le mot qui est employé, taturu, veut dire ne pas s'écarter. Dans le contexte de la paracha, de l'histoire des Meraglim, le sens du mot veyatouru, ça veut dire visiter. Ok? Alors en fait, on va essayer d'expliquer ensemble le point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est que les explorateurs, ok, ils sont allés et ils ont raconté, ils ont vu la terre d'Israël. Maintenant, si moi je vous envoie pour voir quelque chose, j'attends de vous que vous me racontiez quoi? Ce que vous avez vu? Non, explorateur. Je l'envoie, il dit voilà, je connais pas la terre d'Israël, va voir, il vient me raconter. Donc, tu vas me raconter quoi? Vous allez envoyer ce que vous avez vu. D'accord? Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que...
Attends, justement, une seconde. Les explorateurs, est-ce qu'ils ont raconté ce qu'ils ont vu? Non, ils ont raconté ce qu'ils ont voulu retenir. Alors, par rapport à ce qu'ils ont vu, c'est quoi ce qu'ils ont retenu? Que ce qui leur a déplu. Que ce qui paraissait En fait, pas super. ils ont fait une analyse de ce qu'ils ont vu. Ils ont commenté ce qu'ils ont vu. Ils ont interprété. C'est ça qui... Ils ont fait un commentaire. On leur a pas demandé, en fait. Mais C'est comme ça un peu chez tout le monde. c'est comme ça chez tout le monde. Et ce que vous dites est vrai. Mais on peut pas essayer un petit peu de radoucir leur attitude. C'est-à-dire que ce que vous me dites, c'est un peu grave. C'est-à-dire, je lui dis, va voir cette personne, dis-moi comment elle est. D'accord? Et il vient et me dit, elle est moche ou elle est belle? C'est pas ce que je t'ai demandé. Dis-moi comment elle est. Elle est blonde, elle est brune, elle est grande, elle est petite, elle est ceci, elle est cela. Maintenant, quelqu'un qui me dit, maintenant, eux, ils ont raconté aussi ce qu'ils ont vu. Mais le problème, c'est quoi? Écoutez bien, voilà où est la différence entre ce que vous dites et ce que moi je voudrais qu'on dise. C'est qu'ils ont raconté, mais ils n'ont pas raconté tout ce qu'ils avaient vu. Et en fait, un récit, c'est quoi? Bien souvent, le problème d'un récit, c'est qu'il n'est pas complet. Alors, pourquoi il n'est pas complet? À cause de ce que vous avez dit. Parce que moi, j'ai vu 1000 choses, je vais en raconter 500, mais lesquelles 500 je vais raconter? Les 500 qui vont dans le sens de ce que moi je retiens. Mais en fait, il n'y avait pas 500, il y avait 1000 choses. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui raconte que 500 choses sur 1000 choses, eh ben quoi? Alors, il ment ou il ment pas? Il ment pas, il a dit la vérité. Il dit pas toute la vérité. Alors, ça s'appelle mentir? C'est pas le, Oui, c'est pas le verre à moitié vide ou à moitié plein. Dites-moi, j'ai une question. C'est difficile aussi de tout retenir. Leur regard s'est peut-être arrêté sur certaines choses. À l'évidence, c'est ce qui s'est passé. Même si demain, Mais si c'est pas capable de tout retenir, ne me raconte rien. On est notre. Hein? Non, c'est un ressenti qu'ils ont. Non, mais ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je le dis un peu différemment. Qu'est-ce que provoque le ressenti? Il provoque le fait que quand on va raconter, on ne va pas tout raconter. On va raconter qu'une partie. Et ça pose un problème. Ok? Ça nous pose un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que... Je refais un petit peu. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que... Enfin, ce qu'on aurait attendu d'eux, puisqu'ils ont quand même été envoyés par Moshe. Très bien. Ils ont quand même été envoyés par Moshe, on leur a donné une vraie mission. Ok? On attendait d'eux qu'ils racontent tout ce qu'ils ont vu. Or, ils n'ont pas raconté tout ce qu'ils ont vu. Maintenant, moi, je transpose ça et je vous dis comme ça. Le vrai problème du Lachon Hara, c'est quoi? Le vrai problème du Lachon Hara, c'est que la personne, quand elle raconte, en général, enfin, c'est pas en général, d'après la halacha, le Lachon Hara, c'est vrai ou c'est faux, ce qu'on raconte? C'est la... Hein? Non, c'est du vrai. C'est du vrai. Si c'est du faux, c'est encore une autre avéra, c'est encore pire. Le Lachon Hara, c'est vrai. Mais pourquoi c'est si grave de le raconter? Je vais vous donner un exemple. Est-ce que j'ai le droit de raconter un Lachon Hara que tout le monde sait? Qu'est-ce que t'en penses? Tout le monde sait que celui-là, il est antipathique, que je viens, il dit qu'est-ce qu'il est antipathique? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pourquoi non? J'ai rien pris. ça va amener d'autres commentaires. Mais même si ça n'a même pas d'autres commentaires, j'ai pas le droit. Alors en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles le Lachon Hara c'est interdit. Moi, je vais revenir sur cette idée. C'est qu'en fait, le drame du Lachon Hara, c'est que quand on parle de quelqu'un, en général, on dit jamais tout de cette personne. Ok? Et cette réduction de la personne dans notre propos, elle est dramatique. Elle est dramatique. Ok? Et moi, rappelez-vous ce que je vous dis toujours en rigolant. Je dis, si jamais vous avez envie de parler de moi, admettons que ce soit un sujet intéressant, hein, moi, la vérité, ça ne me plaît pas tellement. J'aimerais bien, je serais dérangé que vous racontiez du bien comme du mal. Vous savez pourquoi? Parce que même si vous racontez du bien sur moi, vous allez raconter tellement peu à côté de tout ce qu'il y a à dire. C'est vrai, quoi, c'est pas sympa. Vous avez remarqué quand quelqu'un vous fait un compliment, on n'est jamais rassasié d'un compliment. Parce qu'on se dit toujours, bon, ce qu'il m'a dit, c'est bien, mais il aurait pu dire beaucoup plus, quoi. Ok? Quand quelqu'un qui se croit très beau,
Et en fait, on lui dit vraiment, t'es agréable à regarder, hein. T'es pas désagréable à regarder, par exemple, voilà. C'est tout. Je suis une bombe. D'accord? C'est-à-dire que le langage, malheureusement, il est souvent réducteur. Et cette réduction, elle nous pose un problème. Elle nous pose un problème. Ok? Alors, nous, on va essayer d'expliquer quel est l'impact de cette réduction. Ok? On va dire comme ça. On va repartir sur la mitzvah du tzitzit. Ok? Alors maintenant, regardez. La mitzvah du tzitzit, qui est-ce qui accomplit? Qu'est-ce qui peut accomplir cette mitzvah? Les hommes ou les femmes? Les hommes. Pourquoi? Elle est liée au temps. Bravo. La nuit, on n'est pas obligé de mettre un tzitzit. Ok? Voilà pourquoi d'ailleurs on ne met pas le talit quand on fait la tefila la nuit. Maintenant, ce que je voudrais que vous sachiez, mesdames, c'est que d'après la Torah, quand une mitzvah, elle incombe qu'aux hommes ou qu'aux femmes d'ailleurs, ça ne veut pas dire que cette mitzvah, elle ne concerne pas du tout les autres. La mitzvah, de façon générale, elle concerne tout le monde. Les 613 mitzvot concernent tous les juifs. Seulement, il se trouve que pour des raisons techniques, la Torah, elle a donné des obligations à certains, et elle a exempté d'autres. Mais quand la Torah, elle exempte quelqu'un d'une mitzvah, c'est pas parce que la mitzvah n'a rien à voir avec lui. Alors nous les hommes, on se doit de mettre un vêtement, de mettre 4 fils au coin de nos vêtements. D'accord? Mais mesdames, ce que je vais expliquer maintenant, c'est pas la pratique de la mitzvah, d'accord? C'est l'idée qu'il y a derrière la mitzvah. Après, à vous, les femmes, ou à vous les hommes, de voir comment, dans votre cas à vous, vous devez accomplir cette mitzvah. Ok? Maintenant, la mitzvah du tzitzit, elle concerne le vêtement. Elle fait partie de ces mitzvot qui sont liés aux vêtements. Vous en connaissez d'autres des mitzvot liés aux vêtements? Shatnez, bravo, le lin et la laine. Vous en connaissez d'autres? Allez. Non, chez Renaud, c'est pas... Ouais, d'accord, c'est pas que sur les vêtements. La tsniout. Hein? La tsniout. C'est aussi une mitzvah. Celle-là, elle est plus pour les femmes que pour les hommes. Bien que les hommes aussi ne sont pas exemptés de la tsniout. Un homme aussi doit être tsniout. D'accord? Un homme, il n'a pas le droit de se balader n'importe comment. S'il y a une mezouza, ou s'il y a, évidemment, plus entrer dans une synagogue, ou devant un Sefer Torah, ou quoi. D'accord? Maintenant, on avait expliqué un jour dans un cours que dans la Torah, l'habit, il est le symbole de quelque chose. Qu'est-ce qui symbolise? Que symbolise pour vous l'habit? Ouais. Quoi d'autre? Dites-moi, Ah, l'image qu'on envoie aux autres, ouais. Aussi. C'est-à-dire que c'est important pour vous, c'est important qu'on... Ouais. C'est important pour vous qu'on vous voit bien habillé? Pourquoi? Mais en même temps, c'est un peu faux, quoi. Parce qu'avec un beau vêtement ou avec un vêtement pas beau, tu es le même. Non, mais les gens, ils n'ont pas le même regard sur nous. Et alors, et ça change quoi le regard que les gens ils ont sur toi? Je suis d'accord, mais il faut... Parce que la dernière fois, vous avez donné l'exemple, par exemple, d'un, je sais pas si c'était un président ou un patron de société, je sais pas quoi, qui était une fois en costume et d'autres fois on l'avait vu en maillot de bain, ou je sais pas. Et en fait, les gens n'avaient pas le même respect ou le même... Ah, tu viens de dire un mot important. C'est-à-dire que, mesdames et messieurs, le vêtement, ok, c'est le gage du kavod. C'est-à-dire que, comme vous êtes habillé, comme vous l'avez dit, on vous regarde, on vous perçoit, donc on vous respecte. C'est un fait. On vous respecte différemment en fonction des vêtements que vous portez. Vous avez dit l'image qu'on a de soi, même ça c'est vrai. Quand quelqu'un il s'habille bien,
Hein. Quelque part, à Marseille, on dit il s'en croit un peu, vous voyez, c'est-à-dire il rentre dans son trip, quoi. Ah, oh, je suis pas n'importe qui, j'ai une cravate, quoi. Vous voyez? Hein? Avec l'accent en plus. Avec l'accent, avec l'accent. C'est-à-dire que le vêtement, la plupart du temps, il permet à l'homme de gagner un certain kavod. Tu as dit tout à l'heure, les gens me regardent en fonction de mes vêtements. Je t'ai dit, mais en fait, c'est pas vrai parce que bien habillé ou mal habillé, t'es le même. Justement, c'est ça le kavod. Le kavod qu'on me donne, c'est pas toujours ce que je suis réellement. Mais pourtant, j'ai besoin de ce kavod. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas besoin de kavod, vous? Ça n'existe pas. On dit au nom du sabbat Mikelem, on dit en son nom qu'il aurait un jour dit que si on enlève à une personne tout son kavod, voyez, on lui prend toute sa dignité, et bien cette personne, elle ne peut plus vivre. Elle meurt. Elle meurt. Le kavod, c'est vital. Que ce soit le kavod qu'on me donne dans la rue, enfin mes amis, que ce soit le kavod que ma famille me donne, que ce soit le kavod que, comme vous avez dit, je me donne à moi-même. Mais quelqu'un qui a plus du tout de kavod, c'est impossible de vivre comme ça. C'est peut-être une erreur, mais c'est un fait. On voit d'ailleurs qu'avant la faute, Adam et Chava n'étaient pas habillés. Mais dès qu'ils ont fauté, ils ont eu besoin de s'habiller. Pourquoi? La Torah elle raconte que Hachem il rentre dans le Gan Eden. Alors eux, ils entendent la voix d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher. Alors Hachem, il les appelle. Adam, Chava, où vous êtes? Et ils disent, on est là. Alors il dit, pourquoi vous vous cachez? Il dit, non, parce qu'on est tout nus. Alors il leur dit, mais quoi? D'où vous savez que vous êtes nus? Avez-vous fauté? C'est-à-dire que le besoin de s'habiller, il est directement lié à l'expérience de la faute. Pourquoi? Parce que dès que l'homme a fauté, tout d'un coup, il a eu besoin de cacher quelque chose. Vous savez ce que c'est le vêtement? C'est aussi ce qui permet à une personne de montrer ce qu'il a envie qu'on voit et de cacher ce qu'il a envie qu'on ne voit pas. Et moi, en regardant un peu les gens, je peux savoir rapidement, mais vous aussi, hein, tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il a envie de montrer, qu'est-ce qu'il a envie de cacher? D'où la misère de la tzniout, par exemple. C'est quoi la tzniout? La tzniout, c'est l'importance de cacher certaines choses. Très important de savoir cacher. Il y a des choses qui ont de la valeur quand on les montre, parce que d'habitude, on ne les montre pas. Vous voyez, c'est toute la relation qu'il y a, par exemple, de tzniout à l'égard de personnes étrangères et à l'égard, par exemple, d'une femme pour son mari ou d'un mari pour sa femme. Ah, ça, je montre que à ceux qui sont vraiment proches de moi. Que à une personne au monde qui est mon conjoint. Ah, ça, c'est une notion de tzniout, c'est-à-dire que c'est mon kavod. Mon kavod, c'est de le montrer à certains et de le cacher à d'autres. C'est ça un vêtement. Voilà ce que je montre, voilà ce que je cache. Et quand je vous montre, je ne vais pas vous montrer quelqu'un qui est habillé comme ceci, quoi. Non, je vous voyez quelqu'un qui est habillé de telle façon. Donc, je choisis mes vêtements. C'est important pour moi. Tout ça, c'est une notion de kavod. C'est une notion de kavod. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'habit, dans la Torah, on lui donne beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'on lui donne plus d'importance que ce que les hommes voudraient lui donner comme importance. C'est-à-dire que imaginez quelqu'un qui est mal habillé, et moi je viens et je lui dis hey, habille-toi bien. Non, c'est pas grave. Non, c'est très grave. Vous savez, moi j'ai grandi avec une histoire que mon père m'a racontée. Quand il était enfant, il avait 14 ans, 13-14 ans. Et il rentre à la synagogue, il va à la synagogue pour la première fois, pas de sa vie, parce qu'il était dans une synagogue, mais c'est la première fois qu'un vendredi soir, il décide d'aller à la synagogue. Il avait une grand-mère qui lui disait tous les Shabbats, va à la synagogue mon fils, je t'en prie, va à la synagogue. Et lui, il n'allait pas. Et un jour, il décide d'aller. Comme il était scout, il avait l'uniforme. Il venait je sais pas où, d'une activité, et l'uniforme, à l'époque, c'était un short, ou un bermuda, ou je sais pas quoi. Il rentre à la synagogue, il s'assoit à la synagogue, donc il était tout intimidé, en même temps content parce qu'il savait que c'était bien de le faire, sa grand-mère lui avait dit vas-y et tout. Et là, il y a un monsieur qui se lève et qui lui dit oh, tu sais où tu es ici? Tu es dans une synagogue. C'est pas bien de venir en short. Va te changer et reviens. Bon, mon père il dit ah bon, et il repart, il va changer, il met un pantalon et il revient. Le miracle, c'est qu'il est revenu. D'accord? Maintenant, ce monsieur qui lui a dit va te changer,
Hein, ne le jugez pas, parce que plus tard, ça va être mon grand-père. C'est-à-dire que mon père, il va épouser sa fille, ma mère, quoi. Ok. Et mon père raconte que il s'est pas révolté, ok, mais il a pris une leçon. Parce que lui, il croyait, il me dit comme ça, moi, je croyais qu'on pouvait venir à la séance comme on voulait. Vous avez des gens qui vous disent, moi, quoi, moi, je viens voir Hachem, Hachem, il m'aime comme je suis. Et ce monsieur m'a dit, non, tu viens voir Hachem, tu dois le respecter. Vous savez pourquoi l'habit, c'est aussi, c'est un outil de kavod? Parce que, en fonction de la façon dont je vous respecte, je vais m'habiller pour vous. En fait, moi, je suis rabbin. Quelqu'un vient chez moi, il met pas de kippa. Il est pas obligé de mettre une kippa, il fait ce qu'il veut, il est libre, je vais pas lui dire ce qu'il doit faire. Mais s'il vient chez moi et qu'il met une kippa pour moi, qu'est-ce qu'il fait? Il me respecte. S'il me dit, ah non, je peux pas, il est rabbin, je peux pas aller en short, il a raison, il a tort, mais il me respecte. Moi, j'ai la femme d'un ami à moi qui habite à Paris, un jour elle m'a dit, écoute, voilà, ne viens jamais chez moi sans m'avertir. Elle vit comme elle vit, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect. Elle me dit, ah non, toi t'es rabbin, je veux jamais que tu me vois avec la tête découverte, quoi, c'est pas possible. Donc tu m'appelles avant et... Non, je sais qu'elle se couvre pas tout le temps la tête. Elle sait que je sais. Mais il y a un respect. Cette femme-là, quand elle va à la synagogue, ça ne lui viendrait pas l'idée de venir sans se couvrir la tête. Elle va chez Hachem. Moi, si je viens chez vous, je vous assure que je ne ferai pas ce que je fais peut-être chez moi. Je ne ferai pas, je suis chez vous. Donc vous voyez, le kavod, l'habit, pardon, c'est un outil de kavod qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et la façon de s'habiller, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir ne pas s'habiller trop bien quand c'est pas de circonstance. Il faut savoir ne pas mal s'habiller quand c'est pas de circonstance. Vous voyez, l'art de s'habiller, c'est de savoir quoi mettre, quand et où. N'est-ce pas? C'est de savoir aussi quoi montrer et quoi cacher. C'est tout ça le kavod. Alors là, on nous dit comme ça. Voilà la halakha du tzitzit. La halakha de base. La Torah dit comme ça, quelqu'un qui porte un vêtement dans lequel il y a 4 coins doit mettre des tzitzit, des fils à ces 4 coins. Sous-entendu, si j'ai pas de vêtement qui a 4 coins, je suis pas obligé. Vous voyez, moi j'ai un talit là. Si je l'enlève, j'ai quoi? J'ai un pantalon, j'ai une chemise, il n'y a pas 4 coins. Ni dans le pantalon, ni dans la chemise. Donc a priori, je suis pas obligé de mettre des tzitzit, des fils. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit, bon, pour accomplir la mitzvah, mets un vêtement à 4 coins, et comme ça, tu peux mettre les fils. Mais ça veut dire que le tzitzit, il est dépendant des 4 coins. Je t'avais raconté que, vous savez, dans les vestes que mettent les rabbanim, les vestes longues, hein, ils ont les 4 coins. Alors comment on fait? Pourquoi il n'y a pas des tzitzit? Parce qu'il faut 4 coins sur la majorité du vêtement. Donc quand vous prenez une veste normale qui a une petite fente derrière, il y a des coins. Mais ça compte pas. Pourquoi? Parce que il faut que les 4 coins ils soient la majorité, enfin il faut que la fente elle soit sur la plus de la moitié du vêtement. Entre autres halakha, d'accord? Alors qu'est-ce qu'ils font dans les grandes vestes des rabbanim? Si un jour vous avez l'occasion de marcher derrière un rav qui porte une veste comme ça, regardez. Le coin de la fente qui est en bas, celui qui est caché, vous verrez il est arrondi. Parce que s'il n'était pas arrondi, alors il y aurait 4 coins, hein, et il faudrait mettre des tzitzit. À part le talit katan qu'on porte. Si par exemple demain je suis un homme et je mets un châle, une écharpe, si elle a une certaine taille, une certaine largeur, l'écharpe, ok, je dois mettre des tzitzit. Ok? Les 4 coins, ils sont une condition sine qua non à la mitzvah de tzitzit. Pourquoi? Il y a une idée derrière tout ça. L'idée, c'est celle qu'on va essayer d'expliquer, c'est celle du kavod. Ok? C'est quoi le kavod? Alors, les 4 coins, expliquent les Chachamim, donc là, on va se servir d'un enseignement du Gaon de Vilna. Il dit comme ça. Il dit, voilà, une personne, donc toute personne, dans sa vie, a 4 directions. N'est-ce pas? On a tous une gauche, une droite, un devant et un derrière soi. Ok? Est-ce que là c'est facile? Maintenant on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est droite et qu'est-ce que c'est gauche.
C'est quoi droite et c'est quoi gauche? On parle pas politique. Oui, mais dans ta vie de tous les jours, quand tu fais du chesed, tu le fais avec la main droite ou avec la main gauche? Mais non, avec les deux. Les deux. Et si tu mets la tzedaka avec la main gauche, c'est un problème? Non, mais si t'es droitier, t'as envie de mettre la tzedaka avec la main droite, il y a un problème? Pas de problème. Je préfère que tu donnes avec la main gauche que pas du tout. On va peut-être expliquer que c'est mieux de mettre avec la main droite, peut-être. Mais là n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est que droite et gauche, c'est deux concepts. Deux concepts. D'abord, il y a une première idée, c'est que vous savez ce que c'est la gauche? Vous savez ce que c'est la gauche? Au niveau géométrique, hein. La gauche, c'est ce qui est à la gauche de la droite. D'accord? Par exemple, regardez, il y a ma gauche et ma droite. Où commence ma gauche? C'est infini. Où s'arrête ma gauche? Pourquoi? Pourquoi je suis au milieu? Parce que juste après le milieu, quoi? C'est la droite. Donc, ce qui fait qu'une chose est à gauche, c'est qu'elle est à gauche par rapport à la droite. N'est-ce pas? Et si je déplace ma droite, alors ma gauche aussi, elle se trouve déplacée. Enfin, ça, c'est facile. Donc, nous, on va aller un peu plus loin. Et on va dire comme ça. Chacun de ces éléments, c'est un concept. OK? Et ces concepts que je vais essayer de vous expliquer brièvement, c'est des concepts qui définissent la personne. Qui définissent par exemple ce qu'on fait dans la vie. Et comment on le fait. Exemple, que disent les textes sur la droite et la gauche? Alors je vais vous donner un petit exemple. Il y a marqué dans la Gemara une phrase qui est assez surprenante. Pas tant la phrase elle-même, mais la façon dont la Gemara le dit. La Gemara dit comme ça, Léolam, ça veut dire quoi? À jamais, tout le temps. Léolam Tehe, un small doré, Veyamin Mekarevet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous voyez, j'ai deux mains. Alors, la gauche, dit la Gemara, c'est pour repousser, et la droite, c'est pour rapprocher. N'est-ce pas? Comment ça fonctionne? Par exemple, voilà, on va nous expliquer que dans une relation, c'est quoi une relation équilibrée? C'est quand il y a un petit peu de doré et un petit peu de mékarev. Ce qu'on a expliqué de nombreuses reprises dans nos cours. Une relation équilibrée, c'est une relation qui est basée à la fois sur l'amour, rapprochement, et kavod, distance. Okay, ce juste milieu, cet équilibre entre les deux, il est la perfection d'une relation. Maintenant, la Gemara nous dit, voilà pourquoi tu as deux mains. Une pour rapprocher, une pour éloigner. Ou alors on va dire comme ça, bien tu as deux mains parce qu'avec une main, il faut voir que tu t'en sers pour repousser dans la vie tout ce qui doit pas s'approcher de toi. Et une autre main qui doit t'aider à rapprocher de toi tout ce que tu dois rapprocher de toi. Vous voyez, un peu grossièrement dit, le mal, je le repousse avec la main gauche, le bien, je le rapproche avec la main droite. Vous voyez, encore une fois, il y a ces deux concepts qui sont les deux très importants. Maintenant, dans un fonctionnement, on va dire, basique du quotidien, à quoi sert la main droite et la main gauche? Alors voilà. Vous savez que Hachem, quand il a créé le monde, et tous les hommes, en permanence, on agit, on fait des choses, n'est-ce pas? On fait des choses. Combien de choses vous avez faites aujourd'hui? Des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de choses. Milliers de choses. Vous êtes levé le matin, vous êtes habillé, vous avez fait des tilates, vous avez fait votre toilette, vous avez fait votre café, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, on fait plein de choses. Et en général, avec quel moment on fait les choses? Avec les deux. Avec les deux. Par exemple, quand vous buvez votre café, n'est-ce pas qu'avec une main vous tenez la tasse, avec l'autre vous remuez le sucre? N'est-ce pas? Vous avez besoin des deux mains. Alors imaginez, vous n'avez qu'une seule main, comment vous faites? C'est une galère. Après, on s'habitue à tout dans la vie. Chez l'Oneda. Mais en général, on fait avec les deux mains. Viennent les Chachamim, mais ils m'expliquent la chose suivante. De façon générale, faire pour l'homme, c'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme,
il existe pour faire des choses. L'homme, il a besoin de faire constamment. Vous faites des choses, c'est normal, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Beaucoup plus difficile de faire, vous savez, ce qui est beaucoup plus difficile de faire que faire, c'est de s'arrêter de faire. Par exemple, moi j'aime le chocolat. Hein? Manger du chocolat, c'est facile. M'arrêter de manger du chocolat, c'est beaucoup plus difficile. Dans la vie, dès que quelqu'un se lance dans une entreprise, ok, l'une des conditions pour que cette entreprise elle ait une valeur, c'est qu'il sache s'arrêter dans ce qu'il fait. Vous travaillez, c'est bien. Mais attention, sachez vous arrêter de travailler. Vous avez des gens qui travaillent tout le temps, c'est pas bien. À la fin, c'est pas bien. Ah, le travail, c'est la santé. Mais trop travailler, c'est pas bien. Trop, c'est jamais bien. Et l'homme, il doit apprendre à faire et à s'arrêter de faire. Alors quand la Gemara me dit comme ça, que la droite c'est fait pour rapprocher et la gauche c'est fait pour éloigner, on retrouve cette idée-là. Quoi? Faire, on le fait avec la main droite. En général, quand on est droitier, mais encore une fois, c'est plus un concept qu'un organe dont on est en train de parler. Mais l'homme, il doit savoir que pour que les choses aient une valeur, il faut savoir s'arrêter. Vous voyez, je donne un cours, j'espère que vous l'appréciez, mais si jamais le cours il dure 4 heures, vous n'allez pas l'apprécier le cours. C'est-à-dire, bon, il exagère. Hein, imaginez 4 heures. 4 heures, c'est-à-dire 11h20, minuit 20, 1h20, 2h20, je suis encore en train de parler. Hein? Et imaginez que vous dormez pas. Ah non, mais je ferme la porte, ça j'ai la clé. Mais ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. L'homme, pour faire, pour que les choses aient une valeur, il a besoin de faire et de s'arrêter de faire. Pourquoi il a 2 mains? Parce que l'homme a besoin, à part égale, d'un outil pour faire les choses. Il a besoin d'un outil pour s'arrêter de faire les choses. C'est pas qu'avec une main je fais, avec l'autre j'arrête. Encore une fois, je parle de concept. Dans la vie, l'un définit l'autre. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la gauche, elle va jusqu'à là où la droite commence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la droite définit ce que c'est que la gauche, et vice-versa, n'est-ce pas? Ce qui définit une création dans la vie, c'est où elle s'arrête. Donc, pourquoi il y a une droite et une gauche? Pour qu'il y ait toujours l'un qui soit défini par l'autre. Après, on revient dans beaucoup d'idées qu'on a aussi évoquées plusieurs fois. Moi, je suis un père tant que je suis un père et pas autre chose avec mes enfants. Le jour où je suis autre chose, je suis leur copain, je suis leur ceci. Ah, je suis plus un bon père. C'est pas possible. C'est impossible. Dans une famille, il y a un père et une mère. Vous voyez? Dès que les rôles se mélangent, on a un problème. Dans les sociétés, il y a des hiérarchies. Il y a des rôles. Il y a des rôles. Imaginez que je suis en train de parler à un policier. Le policier, ça ne peut pas être mon ami. Si c'est mon ami, c'est plus un bon policier. Et ainsi de suite, les exemples sont infinis. Ok? La droite définit la gauche définit la droite. Et puis après, il y a devant et derrière. Ça aussi, c'est des concepts. Pourquoi c'est des concepts? Parce que on est là pour avancer, n'est-ce pas? Faire du surplace, c'est pas humain. C'est-à-dire que la vie ne peut pas être conçue par l'homme pour faire du surplace. Quelqu'un qui fait du surplace, on peut dire sans aucune retenue, sa vie n'est pas une vie. J'ai presque envie de dire, là j'exagère un peu, mais elle sert à rien, quoi, sa vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il faut que dans la vie, il y ait un projet. Je vais vers quelque chose. Regardez autour de vous. La plupart des gens qui sont déprimés, qui n'ont pas le moral, qui sont angoissés, qu'est-ce qui les angoisse à ces gens-là? Je voulais que je vous dise, c'est un manque de projet. Ou bien alors c'est le sentiment que ce projet n'est pas possible, il n'est pas réalisable. Quand une personne a un projet et qu'elle y va, alors elle exploite son potentiel. Sa vie
elle est à la hauteur de ses capacités. D'accord? Donc il y a beaucoup d'énergie, quoi. Quelqu'un qui va pas de l'avant, qui bouge pas, il y a des capacités, mais elles ne sont pas exploitées. Donc il n'y a pas d'énergie. Donc on est au niveau 0. Alors pourquoi il faut un devant et un derrière? Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très facile. J'ai besoin d'avoir un derrière moi, aujourd'hui, ok, pour avoir le sentiment que depuis hier, je n'ai pas fait du surplace. Et je vais vous dire encore autre chose, c'est que le devant moi d'aujourd'hui, j'espère que demain, ce sera le derrière moi. Et si c'est le cas, alors je pourrais dire j'ai avancé. Mais s'il n'y avait que un devant ou que un derrière, il n'y aurait pas de progression. D'accord? Je récapitule. Droite-gauche, c'est la définition des choses. C'est-à-dire, je fais, j'arrête de faire. Quand j'arrête, alors ce que j'ai fait prend de la valeur, prend tout son sens. Devant et derrière, c'est quoi? C'est la progression, c'est le mouvement de la personne dans la vie. Si j'enlève l'un de ces concepts, je perds tous mes repères. D'accord? On n'a rien dit de très compliqué, j'espère que vous m'avez bien compris. Par contre, il y a un petit problème. Le problème, c'est le suivant, c'est que moi, je suis en train de vous parler. Je suis là, je vous parle droite, gauche, hein, celle qui rapproche, celle qui repousse. Et je viens de me rendre compte que j'ai commis une grande erreur. Pourquoi? Parce que depuis que je vous parle de droite et de gauche, vous m'écoutez poliment, mais en vérité, je me trompe complètement. Pourquoi? Parce que ma droite, c'est votre gauche. Donc j'ai tout faux, quoi. Ah, excusez-moi, c'est l'autre côté qui rapproche ici, l'autre côté qui éloigne. Alors peut-être que pour mieux vous me faire comprendre, peut-être je me tourne, que ce soit la main droite et la main gauche. Hein? Mais dans la vie, je vais constamment rencontrer des gens auxquels je vais faire face, dont leur gauche sera ma droite et vice-versa. Donc ce qui est devant moi est derrière eux, et ce qui est derrière moi est devant eux. On va jamais s'en sortir, quoi. N'est-ce pas? Donc en fait, il y a un concept, encore une fois. Dans tout cet ensemble, de ces 4 éléments, ok, ce que je voulais que vous compreniez, c'est la chose suivante, c'est que ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qui est droite et gauche chez moi. Ne cherchez pas à comprendre, mais acceptez que ce qui pour vous peut être droite, pour moi ça peut être gauche. Vous savez pourquoi? Parce que ma gauche et ma droite, et mon devant et derrière moi, vous savez comment ça s'appelle si je devais le résumer en un mot? C'est-à-dire, c'est mon kavod. C'est quoi mon kavod? Excusez-moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. Maintenant, essayez de m'expliquer que c'est vous qui avez raison, que la droite elle est là et que la gauche elle est là. Essayez de m'expliquer. Je peux comprendre. Et même si vous arrivez à me convaincre, vous m'avez menti. Vous m'avez eu. En d'autres termes, vous ne m'avez pas respecté. Vous m'avez parlé que dans une perspective qui est la vôtre, mais pas dans la mienne. C'est terrible. Mais mes chers amis, imposer ces perspectives aux autres, c'est leur manquer de kavod. Attention, je suis là pour vous les dire, hein, les miennes. Mais quand je vous les dis, je sais que vous et moi, on ne voit pas la même chose. Rappelez-vous l'histoire des Meraglim. Ces explorateurs qui reviennent. C'est quoi la faute des Meraglim? C'est quoi leur faute? C'est qu'ils nous ont imposé une perspective. Vous savez, dans tout ce qu'ils nous ont raconté, il y avait que du vrai. C'était vrai. Ils ont dit qu'il n'y avait que des géants, c'était vrai. Ils ont dit que les villes étaient fortifiées, c'était vrai. Ils ont vu qu'il n'y avait que des enterrements, c'était vrai. Mais c'était une perspective. Construite sur certains éléments, mais il y en avait d'autres des éléments. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Vous savez, des fois dans la vie, on raconte aux gens des choses. Par exemple, j'ai une galère, et puis vous me dites comment ça va, et je vous raconte ma galère. D'accord? Qu'est-ce que vous vous dites, vous? Le pauvre, il est en galère. Hein. Mais j'ai oublié de vous raconter une chose, c'est que ma galère, hein, c'est 10% de ma vie. Et que les 90 autres pourcents, finalement, c'est quoi? C'est que je mange, je dors, je marche, j'ai une famille,
j'ai des amis, je vais à la synagogue. Mais moi, je vous ai raconté que 10%. Je vous ai manipulé. C'est pas que j'avais l'intention de vous manipuler. Mais c'est que finalement, dans la vie, le problème, c'est quoi? C'est qu'on se raconte que des choses qui sont une infime partie de notre vie. Je dis pas, attention, je parle pas d'importance. Je parle pas d'importance. Je vais vous raconter un exemple. Je vais vous donner un petit exemple. Quand vous vous occupez d'un couple dans lequel il y a un problème de shalom bayit, ok? Qu'est-ce qu'ils vous racontent en général, ces gens-là? Voilà. Il m'a parlé comme ceci, il m'a fait cela, il m'a pas donné ça, il m'a machin, elle, Et puis vous êtes là, vous dites, la situation est grave. Et moi je vous dis, vous savez quoi? Venons, on essaie de prendre un peu de recul. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça ou il y a aussi des bons moments? Ah oui, non. Bon, en général, c'est une question que je pose toujours. Toujours. Quand j'ai un couple en face de moi et que j'essaie de comprendre la situation, je leur dis, attendez, il y a des bons moments. Et en général, Baruch Hashem, grâce à Dieu, dans l'énorme majorité des cas, ils vous disent, oui, il y a aussi des bons moments. Hein. Ah. Non, c'est vrai qu'à quoi ça sert de raconter des bons moments? Vous verrez jamais dans les journaux, ce matin, à Paris, il n'y a pas eu d'attentat, personne ne s'est fait écraser, il n'y a pas eu d'incendie. Non, jamais. Jamais on va vous raconter ça. Ça intéresserait qui? Personne. Mais en réalité, ce qui n'est pas juste, c'est que quand on vous raconte qu'il y a eu tel ou tel drame, ok, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais il y a encore plein d'autres choses. Revenons à nos problèmes de droite et de gauche. C'est quoi respecter quelqu'un d'après ce que je suis en train de vous expliquer? Respecter quelqu'un, c'est quand moi je vous parle de ma droite, mais j'admets, même si vous ne me le racontez pas, que ma droite, c'est votre gauche. Ça change tout, mes chers amis. Ça change tout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que le Hémet, il est dans la Torah. Je pense que toutes les mitzvot de la Torah, elles aident l'homme à se construire. Je pense que toutes les fautes que nous interdit la Torah, elles sont graves. D'accord? Mais il m'arrive de parler à des gens qui voient les choses complètement différemment. Je suis convaincu de ce que j'avance. Mais je ne suis pas capable d'en discuter. Si je ne suis pas capable de savoir qu'il y en a d'autres qui pensent pas comme moi. Alors, je suis quelqu'un, je suis un manipulateur. Vous savez, on peut être manipulateur même si on arrive à manipuler personne. Le manipulateur, il n'est pas testé sur ses résultats. Il n'est pas jugé sur ses résultats. Il est jugé sur sa façon de communiquer. Ne pas manipuler quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est savoir que forcément, on ne voit pas la même chose. Vous vous rappelez, un jour, je vous avais posé une question. Je vous avais demandé, pouvez-vous me décrire qu'est-ce qui pour vous est une image romantique? Et j'avais donné deux possibilités. J'avais dit, qu'est-ce qui est plus romantique d'après vous? Quand vous voyez un couple, on va dire une femme et son mari, assis devant un panorama extraordinaire, sur une falaise en train de contempler le coucher du soleil, d'accord, sur une mer extraordinaire, avec un ciel d'une pureté incroyable, et ils sont là à s'extasier les deux de cette expérience de voir la même chose au même moment. Ok? Ça, c'est un cliché. J'en ai un deuxième. Un couple qui se fait face et qui se regarde. Et je vous demande d'analyser ces deux clichés et vous allez me dire, d'après vous, lequel est le plus romantique des deux? Est-ce que le plus romantique, c'est les deux, c'est le deuxième, où ce couple se regarde, mais ce que l'un voit, l'autre ne le voit pas. Donc deux perspectives complètement différentes. Ou est-ce que pour vous, ce qui est plus romantique, c'est le premier cliché dans lequel deux personnes ne se regardent pas, mais elles voient la même chose. Elles ont la même perspective. Maintenant, prenez ces deux idées et mettez-les dans la vie en général. Qu'est-ce qui est mieux? Un couple dans lequel on a la même perspective, ou alors un couple dans lequel on ne voit pas la même chose, on n'a pas la même perspective, mais on se regarde. Qu'est-ce qui est mieux d'après vous? Vous n'arrivez pas à vous décider? Non? Je vais tellement bien décrire les deux situations que... Tu penses quoi, toi?
La première, où il voit la même chose. Pourquoi? Il regarde dans la même direction. Ok. Vous pensez quoi les autres? Vous avez quelque chose à dire? Non? Non, c'est pour que ça marche, il faut aller dans la même perspective. Après, est-ce que c'est pas plus romantique de le voir dans l'autre parce que c'est plus romantique la deuxième. Et la deuxième, en pensant que personne regarde, moi je regarde qu'elle regarde. Donc la première. Non, la deuxième. Je la regarde dans ses yeux. Dans ses yeux. Vous savez, le danger qu'il y a quand on regarde quelqu'un dans ses yeux, c'est qu'il se peut que derrière elle, il y ait autre chose à regarder, peut-être plus intéressant. Et hop, vous ne la regardez plus. Et puis en plus, elle ne le saura jamais parce que c'est derrière elle. Et là, vous savez quoi, moi, malgré ça, je préfère la deuxième possibilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un cadre dans la deuxième. C'est d'origine, on apprend à l'autre. Ouais, maintenant que j'ai répondu, mais évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas choisi la première. Je n'ai pas choisi la première parce que, malheureusement, même quand deux personnes regardent la même chose, ils ne voient pas la même chose. Ça n'existe pas de voir la même chose. Et si vous demandez à ces deux personnes qui regardent le coucher du soleil, il y en a un qui vous dira « le soleil était magnifique, il brillait de tous ses feux ». Et l'autre qui vous dira « oh, la mer elle était belle ». Le reflet du soleil sur la mer, c'était quelque chose d'incroyable. Les deux ont raison. Les deux regardent dans la même direction, les deux ont chacun vu quelque chose d'autre. Par contre, quand deux personnes se regardent mutuellement, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'au lieu de regarder celui qui est en face de moi, il se peut que je regarde ce qui est derrière lui. C'est possible. Et alors? Et alors? Partager, c'est pas regarder la même chose. Partager, c'est quand, quelle que soit la chose que vous regardez, au premier plan, il y a l'autre. Et vous voyez, si devant moi j'ai la personne que j'aime, et que derrière je vois 1 million de choses, mais elle est au premier plan. Et quand elle est au premier plan, ça veut dire que d'entrée de jeu, il y a une relation qui s'établit de respect. C'est quoi de respect? C'est toute cette différence qu'il y a entre nos perspectives. Et moi, je vais dire à la personne qui est en face de moi, tu sais, tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière toi. Il y a ça, ça et ça et ça. C'est-à-dire que je vais essayer de lui communiquer ma perspective. Mais elle, qu'est-ce qu'elle va me répondre? Ah, mais toi, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière toi, et il y a ça et ça et ça. Et un échange. Et cet échange, moi, je l'ai expliqué de façon très simple. Cet échange, il vient du fait que sa droite, c'est ma gauche, et ma gauche, c'est sa droite. Vous voyez? Ça aussi, dans la vie, c'est une définition. Tout à l'heure, j'ai expliqué que la définition de la droite, c'est la gauche. Là où ça commence, alors l'autre s'arrête. Mais de savoir que ce que moi je vois, vous, c'est l'inverse, ça aussi c'est une définition. Vous savez quoi? Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Parce que je suis obligé de tenir compte de ce que vous pensez. Alors imaginez que vous et moi, on pense exactement la même chose. Je peux dire ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. Le vrai manipulateur, c'est celui qui croit que les autres pensent comme lui. Alors il s'envole, il raconte n'importe quoi. Moi je vous dis, faut se méfier de ces gens-là. Les gens qui essaient de vous faire penser ce qu'ils pensent. Que ce soit des amis ou des rabbins ou ce que vous voulez. Faites attention. Un échange, c'est quoi? Je vous expose mon point de vue, et votre point de vue, je le prends en compte. Non pas que je le prends en compte parce que je suis d'accord, parce que je sais que le vôtre, il est différent. Je tiens compte de ça dans ce que je vous explique. Maintenant, regardez. Dans le tzitzit, il y a une double mitzvah. La Torah, elle dit, voilà, sur chaque coin, tu mettras 4 fils. 4 fils pliés en 2, ça fait 8. Sur 4 fils, il y en aura 3 qui seront blancs et un qui sera bleu. Pourquoi bleu? Pourquoi bleu? Et alors, pourquoi bleu azur? Ciel. C'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara a dit parce que le bleu nous rappelle la mer.
La mer nous rappelle le ciel, et le ciel nous rappelle le siège d'Hachem, le trône d'Hachem. Il est un peu compliqué le chemin, quoi. On va me dire, ça me rappelle directement le trône d'Hachem. Et en fait, écoutez bien, il y a une idée qui est très belle, qui explique les Chachamim, c'est que le bleu, c'est la couleur de l'infini dans la Torah. Et l'infini, il y a des paliers dans l'infini. Le premier palier dans l'infini, c'est la mer. Vous avez vu comme c'est agréable de regarder la mer? Vous voyez quoi quand vous regardez la mer? Vous voyez quoi? Rien. Vous voyez la mer. Et pourquoi vous ne regardez pas un bâtiment comme ça, avec autant de plaisir qu'une mer? Parce que la mer, c'est l'infini. L'infini, il recadre la personne. Et en même temps, il rassure la personne. Dans cet infini, moi, j'ai ma place. Alors, il m'a dit comme ça commence par la mer. Mais tu sais ce qui est encore plus infini que la mer? C'est le ciel. Et si tu arrives à réaliser que le ciel, c'est l'infini, eh bien, tu verras que, encore plus infini que le ciel, il y a le trône divin. Hachem, c'est l'infini de l'infini. C'est beau, hein, comme idée. Alors, pourquoi un seul fil bleu? Pourquoi on ne met pas 4 fils bleus? Et là, on va expliquer que le blanc, il a une place extraordinaire. Un jour, dans un cours, je vous avais demandé, est-ce que le blanc, c'est une couleur ou c'est pas une couleur? Vous vous rappelez cette question? Vous vous rappelez la réponse? C'est une couleur? Ou c'est l'absence de couleur? Moi, je vous ai expliqué la chose suivante. Je vous ai dit, le blanc, sa question, c'est pas est-ce que c'est une couleur ou c'est pas une couleur. Il a une autre fonction, le blanc. Le blanc, c'est la seule couleur, ou pas couleur, peu importe, qui permet aux autres couleurs d'être authentiques. Je vous ai expliqué que dans la vie, le meilleur rôle dans une relation, c'est celui d'être blanc. Pourquoi? Celui qui est blanc, c'est celui qui permet aux autres d'exister complètement. Quelle force! Quelle force! En même temps, oui, c'est une couleur, le blanc. Oui. Mais c'est une couleur qui n'influence aucune autre couleur. Si vous écrivez en rouge sur du bleu, vous ne voyez pas vraiment le rouge. C'est pas du vrai rouge. Vous mettez un coup de trait rouge, un trait rouge sur une feuille blanche, ça c'est du rouge. C'est-à-dire que pour que le bleu soit vraiment bleu et qu'il évoque l'infini dont on parlait tout à l'heure, il faut qu'il soit sur un blanc. Le blanc, celui qui permet aux autres d'exister, d'être authentiques. Et donc on revient à notre idée de kavod. Alors moi ce que je voulais vous dire c'est quoi? C'est que la mitzvah du titit, au-delà des règles qui la définissent, elle est porteuse d'une dimension qui s'appelle le kavod. Parce que c'est un vêtement, parce qu'elle incarne les 4 directions qui définissent la personne, parce que ces 4 directions, elles sont relatives à la personne, donc elles changent d'une personne à l'autre. Et que quelqu'un qui réalise qu'est-ce que c'est que la droite et la gauche, il ne peut pas ne pas prendre en compte que pour les autres, la droite et la gauche, c'est l'inverse. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est le kavod. Le kavod, c'est que dans une relation, je ne peux que considérer l'autre exactement comme il est. Et moi, ce que je voulais qu'on comprenne, c'est que l'inverse, c'est le lachon hara. C'est quoi le lachon hara? C'est quoi? Est-ce que vous êtes arrivé, par exemple, qu'on vous dise du lachon hara de quelqu'un, et vous vous dites, ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Du tout d'accord. Bon, on me dit, bah, celui-là, il est égoïste. Hein. Et vous dites, ah non, pas du tout, je trouve très généreux, moi. Et moi, je suis au milieu, je dis, attendez, je ne comprends pas. Il est égoïste ou il est généreux? Comment on peut lui dire le contraire? Comment on peut dire le contraire? Comment on peut aimer une personne alors que d'autres la détestent, et vice-versa? Possible, ça? Ceux qui ont des enfants, et ceux qui n'en ont pas, vous verrez bientôt si Dieu veut, quand on a des enfants, celui qui touche à mes enfants, moi, qu'est-ce que je dis? Je défends mes enfants. Vous me dites, ah, il a tel défaut, c'est pas vrai. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis pas objectif, mais je connais mieux la personne que l'autre. Je connais mieux mon enfant que l'autre. Et ça veut dire qu'en fait, le problème dans la relation, c'est la perception qu'on a de l'autre. Alors pourquoi le lachon hara c'est tellement grave? Parce que tu aies une perception d'une personne, on ne peut pas faire autrement. Mais que tu veuilles l'imposer aux autres, ça, c'est porter préjudice à l'autre. Ça, c'est lui manquer de respect. C'est-à-dire que si demain j'apprends que vous avez dit de moi que j'ai tel et tel défaut, pourquoi je vais vous en vouloir? Tu le penses? Pourquoi tu as besoin de convaincre les autres?
Peut-être que les autres ils m'auraient perçu différemment. Et à cause de toi, c'est comme ça qu'ils vont me percevoir. Quelle est la faute des explorateurs? C'est d'avoir imposé leur perception. Vous savez, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Faire attention à ce qu'on dit de la terre d'Israël. Faire attention. On n'a pas le droit de dire du Lachon Hara. Pourquoi? Pas parce qu'on peut dire du Lachon Hara d'une terre. Parce que la terre d'Israël, c'est la terre du peuple juif. Et si jamais dans vos propos, vous provoquiez qu'un juif se sente moins chez lui en terre d'Israël à cause de vous, c'est un drame. C'est un drame. Et ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà ce que c'est que le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est limiter la parole, c'est limiter le kavod de l'autre. C'est ramener ce qui est une personne à un point, à une phrase, à une discussion. Et ça, moi, je vais vous dire franchement, moi, je ne peux pas accepter. Moi, je dis toujours, vous voulez parler de moi? Pas de problème. Ou vous dites tout, ou vous dites rien. Ne dites pas la moitié, quoi. Dites pas la moitié. Parce que la moitié, ça veut rien dire. La moitié, c'est pas du tout ce que je suis. J'ai des défauts, certes. J'ai des qualités, certes. Ne dites pas ou l'un ou l'autre. Je peux pas être que ça ou que ça. C'est difficile, c'est que. Alors, parlez pas de moi. Si c'est difficile, il n'y a pas de problème, ne parlez pas. C'est pour ça que la Torah a dit le Lachon Hara, c'est assourd. Parce que c'est difficile. Parce que, moi, on m'a toujours appris, on ne dit pas de bien sur les gens, vous savez pourquoi? Pas parce que quand on dit du bien, on en arrive à dire du mal. Parce que dire du bien, c'est déjà un mal quelque part. Parce qu'imaginez que je vous dise du bien, et que vous me dites, pas exagéré quand même, hein. Déjà ça y est, on a dit du Lachon Hara. On a limité son bien. C'est réducteur. Réducteur, ça veut dire c'est de ne pas prendre en compte ce que l'autre est. C'est se dire, ma gauche, c'est la gauche. Ma droite, c'est la droite. Non, pas vrai. Ma gauche, c'est ma gauche. Et pour vous, c'est votre droite. Parler de sa gauche. Oui, mais le problème, c'est que quand... L'un des faux, c'est remarquable, tout le monde le sait, les menteurs, par exemple, tout le monde le sait. Mais les arracheurs de dents, pourquoi vous faites du Lachon Hara sur les arracheurs de dents? Les arracheurs de dents, ils mentent, mais ils guérissent. Vous voyez? Quand vous dites qu'ils font que mentir, vous les avez tués. Vous les avez limités. Vous leur avez voué leur kavod. Je ne parle pas de vous, évidemment. Hein. Vous comprenez l'idée? C'est voler à quelqu'un son kavod, de dire la moitié. Encore une fois, j'ai pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de parler de moi. Mais si vous parlez de moi, vous dites tout ou vous dites rien. Vous ne pouvez pas le limiter. Encore une fois, c'est une question de kavod. La moitié d'une personne, c'est lui enlever tout son kavod. C'est enlever tout son kavod. Le kavod, c'est tous ces éléments qui sont révélateurs de ce que je suis, mais comme pour l'autre, il y a une autre perspective, donc chez eux, les éléments varient. Chez l'autre, les éléments varient. Et je me dois de prendre ça en compte. Alors cette paracha, elle était très importante, je ne pouvais pas la passer sous silence, parce que le Lachon Hara, c'est une notion, malheureusement, qui nous concerne à tous, c'est un problème qui nous concerne à tous. Et il faut lutter, mes chers amis, il n'y a pas le choix. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui ne lutte pas, il ne peut pas arrêter de dire du Lachon Hara. On ne peut pas s'arrêter de dire du Lachon Hara naturellement. Mais en même temps, le Lachon Hara, il détruit les sociétés. Il détruit les relations. Il détruit les amitiés. Il détruit les familles. Terrible. Terrible. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un couple divorce. Ils ont des enfants. D'accord? Et puis, il y a un des deux parents qui dit du Lachon Hara sur l'autre parent. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue ses enfants. Il empêchera ses enfants de voir dans l'autre parent, qui est pour lui quelque chose de très important, de voir ce qu'il est réellement. C'est un exemple. Le Lachon Hara, il faut le fuir. Et si la Torah me dit que c'est tellement grave, c'est parce qu'elle est consciente qu'il n'y a pas de Lachon Hara sans mauvaises conséquences. Des fois, elles sont grandes, des fois, elles sont petites, mais elles sont toujours là. Voilà pourquoi il faut lutter contre ce fléau. J'espère que cette approche dans la paracha, elle nous permettra de travailler un peu plus cette mauvaise mida. Et si on ne pouvait pas parler des autres, ce serait encore mieux. Voilà. Voilà, merci.